Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing de ce lundi 29 juin, du coup, dernier lundi du mois. J'espère que tout le monde va bien et que ça se passe pas trop mal pour vous et que votre mois s'est bien passé. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de théorie, puisqu'on est tombé sur un podcast, enfin en tout cas, j'ai regardé un podcast qui était sur Galaxy Brain, où le fondateur, donc CZ de Binance, a été interviewé. Et donc du coup, en fait, il partait du postulat, donc il a lancé une idée, qui existe depuis quand même pas mal longtemps, qui était: «Et si on gelait, les bitcoins de Satoshi?» Alors il est allé même un tout petit peu plus loin dans l'interview, parce qu'il parlait même d'aller jusqu'à, geler, les bitcoins des portefeuilles qui n'étaient pas actifs depuis un certain temps. Donc ça ne concernait pas que Satoshi. Donc en gros, l'idée pour lui, bah, c'était que les bitcoins devaient être actifs. Donc c'était assez intéressant. Donc la première chose à quand même à cadrer dans tout ça, c'est que tous les titres que vous avez vus par rapport à l'interview, ça faisait un peu entre guillemets un peu putaclic, excusez-moi l'expression. Donc en fait, CZ ne propose pas que Binance ou lui ou qui que ce soit gèle quoi que ce soit en fait. Il pose juste une question à la communauté Bitcoin, et la décision, selon lui, devrait passer par un consensus, un vote des nœuds, des mineurs, des développeurs, et non pas un seul acteur unique. Donc c'est quand même une nuance à apporter, parce que c'est pas une personne qui déciderait, mais toute la communauté investie dans le Bitcoin. Je vais te laisser la main, Adrien, pour que tu puisses justement, toi, pouvoir dérouler ton ou tes scénarios. Hmm. C'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est une question que on se pose beaucoup, en tout cas que la communauté et tous les développeurs sur Bitcoin se posent énormément depuis ce risque déjà de l'ordinateur quantique. Ça, c'est clair. Euh, Bon, qu'est-ce que l'on fait? Parce que finalement, on va pas, faudra quand même répondre à cette question. Est-ce que il y a forcément trois possibilités qui peuvent se démarquer? Est-ce que justement on les gèle? Est-ce que, enfin ça c'est plusieurs choses qui reviennent, mais j'aime beaucoup. Est-ce que soit on les gèle? Est-ce qu'on les même on les brûle? Donc forcément en fait si on les gèle, si quelqu'un veut essayer de violer le code, finalement au moins, il y aura pas, on ne pourra pas, on les rend inutilisables avant justement le Q-Day, donc justement le jour où Bitcoin, le quantique arrive à justement casser le code, parce qu'évidemment, si il y arrive, le marché perdra confiance dans tout le système, donc ici c'est mieux vaut neutraliser que laisser voler. Sinon, tu as l'option 2, c'est un peu laisser la jungle, enfin la nature faire son truc, c'est on ne fait rien, premier arrivé, premier servi. Puisque de base, le principe de Bitcoin, c'est vraiment le droit de propriété et la souveraineté, en fait. Donc, brûler ou geler les coins des autres, ça viole ce principe fondamental. Et c'est un peu le consensus pour l'instant j'ai envie de vous dire, qui est en place, en tout cas de ce que j'ai trouvé comme recherche. Ou alors, il y avait une troisième possibilité, c'était un peu de ralentir au lieu de geler. C'est-à-dire que, euh, généralement, on mine par exemple 50 BTC toutes les 10 minutes, donc par bloc, comme une nouvelle récompense. Et là, en fait, le but, ce serait vraiment de diminuer ce nombre de BTC pour qu'il y ait beaucoup plus de jours pour tout écouler, en fait, tous les bitcoins qui sont sur des adresses qui peuvent être justement craquées, entre guillemets. Et donc, euh, ce serait justement pour en fait lisser finalement tous ces vols et lisser en fait toute cette potentielle distribution qui arriverait derrière et donc ne pas forcément impacter énormément le marché. Mais c'est vrai que, mine de rien, il y a quand même énormément de bitcoins qui sont en jeu. Tu as déjà tous ceux de l'ère Satoshi. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que James Check avait fait justement une analyse sur le sujet. J'ai pu grandement m'en inspirer, donc je prends les graphes directement de sa newsletter parce qu'en fait, ils sont pas disponibles du tout sur sa plateforme. C'est vraiment une étude qu'il avait fait lui-même juste pour son article. Et du coup, il montrait par exemple tous ceux qui sont en P2K, donc tous ceux qui sont de la Satoshi era, donc l'ère Satoshi, correspondent à ce que vous voyez ici en rose. Et on a ensuite le P2R aussi, qui est vulnérable, tout ce qui est Taproot, et du coup qui est hop, ici en violet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément, entre guillemets, énormément de coins, mais mine de rien, au total, sur la tranche haute de ces calculs, on en aurait entre 6 et 7 millions de BTC qui seraient quand même vulnérables ici. Alors, ça a l'air beaucoup sur les 20 millions de disponibles,
Mais faut se rendre compte qu'il y a 1,7 million BTC qui sont détenus de l'ère Satoshi, donc en P2K qui pourraient se faire justement manger. Pardon, il y en a à peu près 200 000 qui viennent en fait des adresses Taproot, justement ici, qui sont en plus ce qu'on appelle des inscriptions. Donc, je ne sais pas si vous vous souveniez de ce qu'il y avait ici, là, c'était les runes, les inscriptions, moi je sais même plus l'autre truc qui avait bien fonctionné, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref, ce sont des inscriptions. Donc, c'est-à-dire c'est quelques milliers de Satoshi. Voilà, j'ai envie de vous dire, un ordinateur quantique va pas dépenser des milliards pour voler en fait un JPEG de singe qui vaut quelques pièces. Donc voilà, le vrai risque c'est les 1,7 million du P2K. Et ensuite on a hop, cette phase-là qui sont en P2PKH qui aussi peuvent être volées. Mais en fait, ces 5 millions d'adresses, elles sont pour la plupart réutilisées constamment. Donc c'est-à-dire que on est sur une tranche haute de 6-7 millions de BTC qui peuvent être volés, mais en fait, il faut se rendre compte que les 5 millions qui sont vraiment réutilisés viennent surtout des exchanges, des wallets custodians, des particuliers qui sont actifs, etc. Donc, ils peuvent upgrader. Comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de novembre 2025, on avait vu 800 000 BTC qui avaient été déplacés par Coinbase, ce qui est énorme. Et en fait, parce que c'était du BTC qui était sur ce type d'adresse P2, PKH qui justement était vulnérable à l'ordinateur quantique. Et donc ils les ont du coup déplacés sur les nouvelles adresses qui sont plutôt du P2W, je ne sais quoi, pour justement en fait se protéger de ce risque des ordinateurs quantiques. Donc le vrai risque vient vraiment en fait de l'époque Satoshi où il y avait 50 BTC de, de minés par bloc, donc ce qui était quand même énorme, qui sont aujourd'hui peut-être c'est la thèse de chacun, mais quasiment perdu. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt là-dessus pour savoir les BTC qui sont vraiment vulnérables. Ensuite, il y a vraiment, comme ce que tu as dit tout à l'heure, Alex, c'est qu'il y en a qui sont vulnérables, puis tu en as qui sont vraiment potentiellement dormants. Ça, c'est autre chose, mais du coup, qui n'ont vraiment pas bougé depuis une dizaine d'années, hein. Donc, ça aussi, ça peut être un vrai game changer, donc qui peut vraiment être impactant sur le marché. Parce que là, encore une fois, c'était une dernière étude qu'avait fait le Cointime Magazine et justement James Check lorsqu'il travaillait encore à l'époque pour eux. Et il estimait qu'il y avait entre 3 et 4 millions de BTC pouvaient être considérés comme vraiment perdus et donc potentiellement qui sont vulnérables. Donc voilà, en plus des coins de Satoshi, hein. Donc on est plutôt sur voilà, de l'ordre estimé entre, je pense, 2 à 4 millions vraiment qui pourraient être repris. J'irai ensuite peut-être plus loin lorsque tu auras fait ta partie pour voir en fait ce que ça peut impacter sur le marché. Est-ce que c'est vraiment dangereux de voir ces bitcoins-là qui peuvent être volés et vendus dans la foulée? Donc ça veut dire que toi, dans le on-chain, tu fais une différence entre des BTC dits perdus et des BTC dits dormants? Ouais. En OK. fait, c'est sur un en fait, il se base sur un constat que, chaque année, il y a quand même des BTC qu'on estimait perdus, qui en fait se réveillent. Donc en fait, ils ont pris je pense un pourcentage statistique, en agrégat pour vraiment se dire: «OK, de ces temps qui n'ont pas bougé depuis X années, on va quand même estimer que tous les ans, vu qu'il y en a à peu près tant qui se réveillent, que voilà, finalement, il y a peut-être pas tous ces 4 millions vraiment de BTC qui sont vraiment, dormants par exemple et qu'il y en a peut-être que 2 millions dedans qui sont vraiment perdus». Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font vraiment la distinction parce que il avait sorti des graphes que là j'ai pas forcément ici, je crois, Non, bah, ouais. mais qui montraient en fait que si tu veux la ligne était tellement fine que tous les ans il y a bien sûr des vieux BTC. Je sais pas si vous voyez des fois dans la presse des BTC de 10 ans qui n'ont pas été activés depuis 10 ans, qui sont ravivés, mais à chaque fois on parle d'une petite poignée. Donc bon, c'est, heu, OK mais ils sont toujours là. et question bête que tu vas peut-être pouvoir me répondre, je viens de l'avoir la question, c'est pour ça que je te la pose. À partir de quand tu es considéré comme ayant une ancienne adresse dans le on-chain? Bah, là, en fait, je pense que c'est propre à chacun parce que, tu vois, nous, enfin, dans le on-chain, je vais prendre ça comme si, tout le monde pensait pareil que moi, mais globalement, tu as vraiment les investisseurs, on va dire, long terme qui sont de plus de 6 mois, mais typiquement, moi, ce que je vais prendre, c'est un peu les mêmes cycles de 4 ans parce que quand on regarde, en fait, la supply qui est un peu ravivée à chaque fois, chaque année. Mmh. Hop, juste pour vous montrer depuis 2018, en fait, ce qui se passe, bah, typiquement à chaque fois, c'est des adresses de 6 mois, 1 an, 2, 3 ans max qui se réveillent. Et dès qu'on passe en fait les 4 ans, il y a quand même
beaucoup moins de monde. Hop, si je fais ça, non, c'est pas beau. Il y a quand même beaucoup moins de monde qui se réveille les 15 ans et plus. Hop, il est où le prix? Il est là. 15 ans et plus, comme vous le voyez, il y a vraiment que dalle. Je vais essayer quand même de zoomer au max. Les 12-15 ans, il n'y a personne. Voilà, 12-10 ans, 8-10 ans, un tout petit peu. Enfin, vous voyez, en fait, comparé justement à ce que peuvent, hop, réanimer, entre guillemets, hop, les 3-4 ans, allez, grand max. En fait, après, il y a vraiment plus grand monde. Allez, 4-5 ans, voilà. OK. Ensuite, il y a vraiment plus grand monde qui s'ajoute à l'équation. Donc, je dirais vraiment les cycles de 4-5 ans, où à chaque fois, une fois que tu détiens tes BTC à peu près d'ici, généralement, tu les vends au cycle suivant, mais c'est vrai qu'il y en a quand même très très peu. Des BTC de plus de, allez, de 6 ans qui se réveillent